Salut à tous et bienvenue dans The Artificial Intelligence Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui imaginent et œuvrent pour que l'intelligence artificielle soit votre ami. En français dans le son, international dans le ton. Une émission accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute avec pour partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale, et Affect Média, le quotidien digital qui décrypte l'actualité et les tendances du marketing. Partenaire opérationnel, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, et HandsUp, votre solution de prospection B2B. Une émission produite au sein des studios de l'École de journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui forment également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel. Cette semaine, notre thème principal est le suivant: IA et la transformation des métiers dans le secteur du marketing. Selon Gartner, 30% des emplois dans le marketing digital seront automatisés d'ici 2025. Cela pousse des professionnels à se concentrer sur des tâches plus créatives et stratégiques, laissant les tâches répétitives aux machines. Les départements RH doivent désormais recruter des talents en IA et en analyse de données et investir dans la formation continue des employés actuels. Des compétences en machine learning et en gestion de données sont également essentielles. De plus, la collaboration entre équipes techniques et marketing est cruciale pour intégrer efficacement les outils d'IA. Pour en parler, nous avons deux invités cette semaine. Isabelle Rouen, présidente de Colibri Talent, Frédéric Dorgeval, directrice associée de Remind. Mais avant cela, place au Focus IA de la semaine avec notre chroniqueur expert en intelligence artificielle, Alexandre Stopnicki, fondateur de 3h33. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des études et, j'allais dire, un sujet très important, à savoir les femmes et l'adoption de l'IA générative. Oui, tout à fait. Historiquement, les femmes ont été moins susceptibles d'adopter les nouvelles technologies. Selon un sondage YouGov de 2020, seulement 40% des premiers adoptants de technologies sont des femmes. En même temps, selon le Boston Consulting Group, le fameux BCG, 55% des employés du secteur technologique pensent qu'il sera essentiel de maîtriser l'intelligence artificielle générative pour réussir professionnellement. Alors, afin de comprendre qui sont réellement les premiers adoptants des outils d'IA générative, le BCG a sondé 6500 employés de différents niveaux d'ancienneté travaillant dans des entreprises technologiques de 5 pays. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l'Inde et l'Allemagne. On pourrait s'interroger pour savoir pourquoi la France ne fait pas partie de son sondage. Alors effectivement, on pourrait s'interroger, mais quelles sont les conclusions de cette étude ? Alors, les femmes occupant des postes de direction dans les fonctions technologiques sont en avance par rapport aux hommes. 75% des femmes cadres dans les fonctions technologiques ont déclaré utiliser l'IA générative au travail, contre 61% des hommes. Alors, une avance prise par les femmes, assez rare d'ailleurs, dans le domaine des technos, et qu'il faut saluer. Tout à fait. Cependant, les femmes occupant des postes de direction dans des fonctions non technologiques sont à la traîne. Seulement 63% utilisent l'IA générative au travail, contre 71% des hommes dans les fonctions non technologiques. Les femmes juniors sont également à la traîne. 63% des femmes juniors dans les fonctions technologiques utilisent l'IA générative, contre 70% des hommes et 48% des femmes juniors dans les fonctions non technologiques utilisent l'IA générative, contre 69% des hommes. Une action urgente est nécessaire pour assurer un solide pipeline de futures dirigeantes dans toutes les fonctions, ont écrit les auteurs du rapport, mais je suis d'accord avec eux. Alors, message reçu, effectivement. Merci Alexandre. Place maintenant au débat de la semaine. Bonjour Isabelle.
Bonjour Michel. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Et bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alors on est là pour parler de l'IA et la transformation des métiers dans le secteur marketing. Et toute première question, et je te demanderai Isabelle d'y répondre en premier lieu et ensuite à toi Frédéric. Et Alexandre vous relancera sur un certain nombre de points que vous aurez évoqués. Première question, comment l'IA redéfinit-elle les rôles traditionnels dans le secteur du marketing ? Alors l'IA a un impact extrêmement fort dans le secteur du marketing. La première chose, c'est que l'IA permet d'automatiser énormément de choses. Le marketing automation est connu depuis assez longtemps, mais l'IA permet de l'accélérer, notamment avec une adaptation de tout ce qui est ciblage et de tout ce qui est création, ce qui permet de faire du marketing personnalisé à grande échelle. Ça, c'est la première chose. L'IA permet aussi de faire beaucoup plus de prédictifs sur les comportements, donc ce qui permet d'avoir des approches marketing beaucoup plus pointues. Et ce que je vois moi aussi apparaître, parce que tu sais que je suis spécialisée dans tout ce qui est métier du futur, c'est des métiers de Chief AI Officer, ou en tout cas de personnes qui sont en charge de la conduite de la transformation IA dans les entreprises. C'est encore assez embryonnaire, mais ça commence à émerger. Alors merci Isabelle, donc ce qu'on a compris c'est qu'il y a aujourd'hui grâce à l'IA un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et d'opportunités d'un point de vue métier, comme la personnalisation à grande échelle, qui mettent aussi en exergue la possibilité de créer des nouveaux postes, comme tu as expliqué le Chief IA Officer, je dirais. Et de ton point de vue, Frédéric, toi, quelle est ta vision de la redéfinition des rôles traditionnels dans le secteur marketing sous l'impact de l'IA ? Alors nous, pour rejoindre un peu ce que tu disais, en fait, l'IA existe déjà dans la data depuis très très longtemps. En fait, tous les outils qu'utilise le marketing, que ce soit Google, Meta, il y a déjà énormément d'intelligence artificielle. Donc c'est pas quelque chose de nouveau de ce point de vue-là. C'est notamment lié à la mesure de la performance. Tout à fait. Et tous ces sujets-là sont existants depuis très très longtemps. Ce qui est très nouveau pour nous et ce qu'on voit nous arriver, c'est l'IA générative. Ouais. En fait, ChatGPT, ça fait moins d'un an. Que ça a été, ChatGPT, ça fait plus d'un an, mais c'était la meilleure campagne de plus qu'on puisse faire sur l'IA générative. Et ce qu'on constate, c'est que, en fait, l'IA générative, elle a cassé les barrières entre la technologie et la créativité. Et du coup, ça fait rentrer un champ des possibles beaucoup plus large dans les équipes marketing. Avec des outils, ils peuvent créer, itérer, générer du contenu, des images, et ce qui, en fait, rend les équipes beaucoup plus, active dans ces projets marketing. Ça étend le champ des possibles. Et typiquement, je te donne un exemple, le groupe Publicis, ils ont créé une énorme dataset à disposition de leurs collaborateurs. Ils ont cassé le modèle organisationnel qu'ils avaient. Donc c'est une agence de communication avec énormément de métiers. Et il y a les 100 000 collaborateurs du groupe ont accès ils sont passés en modèle de plateformisation, et les 100 000 collaborateurs du groupe ont accès à cette plateforme. Et là, très bientôt, je crois que c'est cet été, à une IA générative. Donc tous les métiers peuvent accéder à ce dataset qui est absolument gigantesque. Donc on voit bien que l'IA générative, c'est ce qui a fondamentalement accéléré le marketing et qui va vraiment avoir un impact assez important. Et il y a des études, je crois que c'est le Capgemini Research Institute qui dit que plus de 80% dans les 2-3 premières années des métiers du marketing vont être impactés par l'IA. Le SEO, l'analyse de données, tous les métiers, ce que tu disais, la data, le CRM, les campagnes marketing. Donc c'est assez large en fait le champ des possibles. Et c'est l'effet accélérateur de l'IA générative qui a été qu'on voit qui va vraiment avoir un impact très important. Merci Frédéric. Alors, qu'est-ce que ça soulève chez toi comme réflexion, Alexandre, sur la base de ce que vient de nous dire notamment Frédéric, sur 80% des métiers qui vont être impactés par l'arrivée de l'IA générative, puisque comme tu l'as évoqué, l'IA, on le sait très bien, dans le monde de la publicité et le marketing digital, existe depuis très longtemps, notamment pour des raisons de calcul ou de mesure de performance. Et puis également, l'arrivée aussi de nouvelles opportunités marketing, comme nous l'a évoqué Isabelle, à travers une personnalisation à grande échelle, certains diraient peut-être à outrance. Toi, qu'est-ce que ça génère chez toi, Alexandre, comme type de réflexion, ce que viennent de nous dire Frédéric et Isabelle ? Vous qui travaillez avec des recruteurs, j'ai envie de savoir où sont les recruteurs dans leur esprit de recruter ou pas des talents mieux formés, spécialisés dans l'IA générative. Est-ce qu'il y a une tendance qui a démarré ou ils y pensent comme ça de loin ? Est-ce qu'en France, on a pris conscience, à ton avis, Frédéric, du problème ? Alors,
clairement, il n'y a pas de métier du marketing en recrutement, aujourd'hui, on ne fait pas de profil pur IA ou pur IA génératif. Là, c'est vraiment pas du tout quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Ça n'existe pas encore. En revanche, ce qu'on voit, c'est comme ce qu'on voyait précédemment, c'est des profils qui ont vraiment cette capacité à utiliser des outils très data-oriented et de plus en plus, effectivement, on commence à nous demander des profils qui ont eu cette curiosité d'aller s'intéresser aux métiers liés à l'impact de la l'IA générative sur leur métier. On est plus dans l'upskilling, le fait d'avoir plus de compétences, mais pas sur des métiers en tant que tels. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Les organisations n'ont pas encore assez évolué vers ces métiers. Donc c'est trop tôt. Toi qui parles plutôt des métiers du futur, le futur avec l'IA, ça va être quoi? Alors tu parles beaucoup des soft skills, tu sais que c'est important pour toi, j'ai entendu ça dans tes conférences. Ce qui serait intéressant à savoir, c'est aujourd'hui, est-ce que tu imagines des gens qui sont déjà câblés, qui ont déjà les soft skills pour utiliser de l'IA générative et la mettre en place dans les entreprises? Oui, aujourd'hui, on a effectivement des profils qui ont ces compétences-là et ce qui leur permet d'utiliser l'IA générative à bon escient. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'IA générative, elle ne va pas remplacer le travail. Tu as une étude de Goldman Sachs qui est sortie en mars 2023 qui parlait de 300 millions de suppressions de postes à court terme à l'échelle mondiale, mais qui parlait aussi de 7 points de gain de PIB. Et fondamentalement, l'IA et l'IA générative, elle n'est pas là pour remplacer les humains, elle n'est pas là pour remplacer le travail. Elle transforme certains métiers, elle transforme certaines compétences. Et c'est pas que la machine va nous remplacer. Par contre, les gens qui ne savent pas se servir de l'IA générative vont avoir des sujets et vont être moins employables que ceux qui la maîtrisent extrêmement bien. C'est aujourd'hui, moi, plus que je vois. Des gens qui ne maîtrisent pas parfaitement ces IA génératives. Qui ne maîtrisent pas parfaitement, qui ont un peu peur ou qui n'ont pas le droit d'utiliser dans leur entreprise. Il y en a effectivement un certain nombre. Et le sujet, c'est que l'IA, elle transforme aujourd'hui, plus de 60% des compétences à horizon 5 ans. Donc, il va y avoir des besoins de formation absolument massif et le défi, il est vraiment là. Alors justement, on parle beaucoup de transformation. On a évoqué aussi le fait que l'IA générative a fait un petit peu casser la barrière entre la technologie et la créativité. C'est ce que tu nous évoquais tout à l'heure, Frédéric. Et effectivement, une question qui peut se poser, parce qu'on parle de transformation, comme tu le disais à l'instant, Isabelle, d'après vous, quelles sont les compétences qui deviennent aujourd'hui essentielles pour les professionnels du marketing à l'ère de l'IA? Isabelle? Alors, je pense que la première, c'est tout ce qui est data storytelling, parce que l'IA, ce qu'elle permet de faire aujourd'hui, c'est vraiment de maîtriser plus de data et d'avoir du coup cette approche personnalisée dont je parlais en début d'émission. Mais la data, ça marche quand on sait en tirer la substantifique moelle, et donc il y a un vrai sujet de comment je la mets en scène et comment j'en tire des conclusions qui sont actionnables. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des vrais sujets de maîtrise, on va dire juridique, du fait de l'IA, avec le RGPD, avec l'IA Act qui va bientôt être implémenté, ce qui pose aussi des sujets d'éthique. Donc il y a des vrais leviers à avoir au niveau de la détection de biais algorithmiques. Et là ça demande des compétences en termes de discernement. Tu parlais de soft skills. C'est là-dessus que sont attendus aujourd'hui une grande partie des gens qui utilisent l'IA, parce qu'il faut quand même avoir en tête que des IA, ça hallucine à plus de 30% dans les réponses que ça nous fait sur les IA génératives. Donc ça demande quand même d'avoir un discernement qui est important. Merci Isabelle. Alors Isabelle, Frédéric vient de nous évoquer des compétences autour du data storytelling, de la maîtrise juridique, et c'est clair que on a eu une émission justement il y a pas très longtemps, c'est l'émission qui est diffusée cette semaine, sur justement cette problématique autour du juridique et de l'IA générative, et qui est pas forcément la première chose auquel on pense quand on travaille dans le monde du marketing et de la publicité. Vois-tu d'autres compétences, ou veux-tu ajouter des choses additionnelles à ce qui vient d'être dit? Alors oui, d'abord c'est une assez bonne nouvelle finalement, l'IA, ça nous fait monter en compétences. Et en fait, ça revalorise les postes. Parce que finalement, ça va permettre aussi de gagner du temps, supprimer des tâches qui ne sont pas forcément à forte valeur ajoutée. Et notamment, on peut dire, ce qu'on peut prédire, c'est que prochainement, un directeur marketing, son métier, ça va être d'animer deux équipes, une équipe d'algorithmes et une équipe d'humains, qui eux-mêmes géreront des algorithmes. Donc en fait, c'est la revalorisation des postes, et ça transforme les responsabilités finalement. Ça permet aux gens d'être beaucoup plus dans la prise de décision, d'être beaucoup plus dans de l'arbitrage, d'apporter finalement une valeur supplémentaire
sur des métiers où donc on va avoir un certain nombre de données à disposition et cette prise de recul et ce sens critique va être très important. Donc ça va exacerber ces aspects-là. Alors je rejoins aussi sur l'aspect éthique, c'est très important parce que ça aussi implique beaucoup plus de responsabilité au niveau de l'éthique, c'est-à-dire plus de transparence vis-à-vis des consommateurs, comment on collecte les données. Les entreprises vont être beaucoup plus responsabilisées sur ces sujets-là, y compris les équipes marketing. Et puis l'autre sujet aussi, c'est que l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est pas technique d'utiliser des IA génératives notamment. En fait, n'importe qui sait utiliser, le tri va se faire effectivement dans ces profils-là, ceux qui vont pouvoir l'utiliser. Et aussi, c'est pas réservé aux millennials de moins de 30 ans. C'est-à-dire que même des gens plus expérimentés, finalement, vont avoir plus de valeur parce qu'ils ont peut-être plus de recul. Finalement, ça rebat un peu les cartes sur des métiers où on s'est dit, il n'y a plus que des jeunes qui peuvent faire du marketing digital. Donc, c'est pas impossible. Il n'y a pas de barrière technique. Et quand on voit comment le nombre de startups qui créent des outils basés sur l'IA qui sont user-friendly, c'est très facile d'utilisation. Et donc, pour moi, il y a un vrai sujet d'ouverture, mais d'upskilling. Ce qu'on appelle l'upskilling, c'est vraiment d'augmenter ses compétences et d'avoir cette prise de conscience-là. Merci Frédéric. Moi, ce que je retiens, c'est la notion de plus de responsabilité, de prise de décision peut-être plus rapide. Encore faut-il avoir les soft skills ou le courage. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était aussi un des mots-clés qui a été utilisé par un de nos anciens invités, qui est Sébastien Imbert, ex-CMO de France, de Microsoft France, qui expliquait que le mot-clé pour lui, à travers justement la transformation des métiers autour de l'IA générative, c'était le courage. Et quand tu expliques effectivement qu'il faudra prendre plus de responsabilités, que on va dire que on va prendre aussi plus de responsabilités sur des aspects éthiques, ça demande quand même un certain type de courage. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Est-ce que tu veux rajouter des choses sur ce que viennent de nous dire Isabelle et Frédéric? Beaucoup ce que tu viens de dire, Frédéric, sur la simplicité d'accès. Et je t'ai vu hocher la tête en disant oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui d'utiliser une IA générative que n'importe quel autre outil dans le marketing digital. Ça fait quelques années qu'on teste, qu'on apprend à des personnes à utiliser des outils. Là, il faut apprendre à écrire un peu, à faire des prompts, mais globalement, avec quelques allers-retours, on peut former des gens pour qu'ils utilisent ça. Le vrai problème, c'est une barrière psychologique. Les gens ont du mal à adopter ce nouvel usage et ont du mal peut-être à percevoir l'intérêt qu'ils vont avoir. Donc, comment on fait pour qu'ils aient même pas peur, pour qu'ils puissent passer à l'étape suivante? Comment on fait pour que les managers, pour que les gens disent oui, on y va, on va le faire sainement, on va le faire intelligemment, on va faire attention. Mais comment on fait pour passer cette étape le plus rapidement possible? Parce qu'à mon avis, elle est immuable. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Isabelle. Alors oui, l'étape est immuable. Je pense qu'il y a un enjeu de formation, il y a un enjeu de réassurance qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut montrer aux managers la valeur ajoutée que ça peut avoir, le gain de temps que ça peut avoir. Le sujet, encore une fois, c'est que ça ne va pas remplacer les humains. Par contre, si on gagne du temps, on peut consacrer ce temps qui est dégagé à plein de choses, à commencer par s'occuper de ses clients et faire le vrai métier de quelqu'un qui fait du marketing, à savoir des approches en termes de conseils, en termes d'échanges. Ça va dégager du temps. Et puis, je pense qu'aussi, un des sujets, c'est d'avoir des IA qui soient propriétaires. C'est-à-dire que quand on met tout un dataset dans une IA qui est un dataset confidentiel de la part de son client et que du coup, après, ça peut se retrouver recraché par l'IA, mais ça pose un vrai sujet. J'en reviens à l'éthique et à la confidentialité. Donc, c'est d'avoir des interfaces IA qui soient quand même relativement étanches et qui permettent aujourd'hui, et c'est fait dans pas mal de boîtes, dans beaucoup de cabinets de conseil, tu parlais aussi de Publicis, qui permettent d'avoir ces échanges de manière assez saine. Donc voilà ce que j'en pense. Et puis il y a encore une fois aussi un enjeu de formation. Je parlais des biais et je parlais des hallucinations. La première chose, c'est d'apprendre aux collaboratrices et aux collaborateurs que quand on fait un prompt, on rajoute à la fin. Et si tu ne sais pas, tu n'inventes pas. C'est tout bête, mais il y a quand même aussi ce sujet-là qui est important. Merci Isabelle. Frédéric, par rapport à la question d'Alexandre. Alors, c'est sûr que la formation, c'est essentiel. Et après, ce qui est vrai, c'est que la difficulté, c'est que d'un métier, que ce soit dans le marketing ou que ce soit dans la vente, finalement, les cas d'usage ne sont pas tout à fait les mêmes. En fait, la difficulté, ce qui fait peur, c'est cette espèce d'ouverture sur tout le monde où on nous parle d'une ouverture sur tout avec l'IA générative. Finalement, c'est d'arriver à trouver dans son business ou dans son activité quels sont les vrais cas d'usage sur lesquels il peut y avoir une contribution de valeur. Et en fait, dès que ça devient concret, à ce moment-là, les gens s'y intéressent beaucoup plus. Donc, pour moi, effectivement, la formation, elle est importante, la sensibilisation, elle est importante. De toute façon, ce qui est en train de se passer, ce qu'on va voir qui va arriver, c'est ce qui s'est passé sur la data. C'est-à-dire que les entreprises qui ont les moyens d'investir dans ces profils-là, vont commencer à recruter des équipes d'IA, et nous, on le voit chez certains de nos clients, qui vont être des équipes dédiées qui
finalement vont à terme diffuser dans les équipes métiers. Et c'est comme ça que les choses vont se faire. En fait, c'est à la fois il y a une volonté managériale de pousser ce sujet-là, mais il y a aussi une volonté aussi de chaque métier d'essayer de trouver les cas d'usage dans lesquels ils vont pouvoir se déployer. Parce que sinon, on peut faire n'importe quoi. Enfin, l'IA, c'est très très ouvert. Et c'est ce côté très ouvert qui fait un peu peur, effectivement. Mais c'est plus une barrière psychologique, finalement, réellement, qu'une barrière ni technique ou quoi que ce soit. Merci Frédéric. Alors, on a évoqué la notion de responsabilité, on a évoqué les managers, on a évoqué déjà quelques exemples avec Publicis. Et justement, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans ces différents exemples. C'est quels sont, mis à part une entreprise comme Publicis qu'on a déjà citée, mais est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui vraiment transforment leur politique RH en raison de l'émergence IA et qui, de votre point de vue, se débrouillent plutôt pas mal Isabelle? Alors moi j'en ai 3 des exemples. Le premier c'est Unilever qui a commencé aujourd'hui à faire des interviews automatisées par des IA avec de la détection de sentiments et d'expressions. Moi je suis pas une grosse fan de cette approche-là de désintermédiation, mais en tout cas il faut savoir que ça existe. Le deuxième exemple que j'ai, c'est une start-up, une scale-up même, qui s'appelle Goshaba et qui fait de la gamification dans les parcours de recrutement de façon à faire de l'assessment sur tout ce qui est compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un CV, c'est biaisé à plus de 80%, malheureusement. Et donc, plutôt que de recruter, entre guillemets, sur pièce et sur parole, les parcours, en fait, le parcours de recrutement permet des mises en situation avec des jeux qui permettent d'évaluer des compétences de manière réelle, qui permettent aussi de faire ça de manière très débiaisée parce que c'est l'entreprise qui recrute, qui pondère chacun des critères. C'est aujourd'hui utilisé par des entreprises très variées qui ont des gros volumes de recrutement à gérer. Ça va de BNP Paribas à McDo, en passant par Accenture ou la SNCF. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et là, t'es plus fan. Là, je suis très fan. Ouais, là, je suis très fan. Je pense que ça se sent. Et l'autre exemple, le dernier que je voulais citer, c'est Google, qui a des approches beaucoup plus sur l'évaluation des parcours, la formation, et qui fait en fait des parcours de formation qui sont gérés par l'IA, ce qui permet de dire voilà, il te manque telle et telle compétence. Un métier, c'est jamais qu'un portefeuille de compétences. Et donc l'IA fait les programmes de formation et ça, c'est plutôt très bien. Et de l'évaluation de la performance aussi, qui est faite via les IA. Et ça aussi, je trouve que ça a pas mal de sens. Donc je suis pas fan quand c'est le pur et dur, on va dire, du tri sélectif de CV ou de profil. Parce que là, il peut y avoir des biais aussi. Il peut y avoir des biais colossaux et donc je pense que ça pose un vrai sujet. Par contre, quand il s'agit de faire de l'assessment de compétences ou quand il s'agit de faire des plans de formation ou l'évaluation, je pense que ça peut être un gain de temps très important. Là encore, pour redonner du temps au manager ou au RH pour faire son vrai métier qui est d'échanger. Merci Isabelle de ton point de vue et de ton observation. Est-ce que tu as des exemples parmi tes clients, notamment d'entreprises pour qui la politique RH a évolué grâce à l'émergence de l'IA ou à cause? Oui. Alors, c'est plus... Enfin, je vais répondre un peu différemment à cette question. C'est plus... Il y a un vrai besoin, une vraie prise de sensibilité, de conscience de la nécessité de recruter ces profils-là. Donc aujourd'hui... il y a des outils que tu mentionnais, mais finalement, quelle est la finalité de ces recrutements et comment on les inscrit dans les organisations. Et donc, aujourd'hui, c'est plutôt les grands groupes qui ont les moyens de recruter ces profils-là. Donc, ce que je disais, ils vont recruter des petites équipes et vraiment des clusters d'équipes qui vont après diffuser dans leur métier. Mais ça vient d'une décision qui est... Nous, on est un cabinet de recrutement, on est le miroir de ces métiers-là. Donc, quand ils viennent nous voir et quand nos clients viennent nous voir, c'est qu'il y a déjà un projet, un budget, une prise de conscience. Et ça, on n'en a encore pas énormément. En tout cas, dans le marketing, pour l'instant, on n'en a pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on en a sur des métiers beaucoup plus techniques. On a, par exemple, un client comme Sodexo, qui a une culture innovante. Et en fait, c'est les entreprises qui ont une culture innovante qui commencent à avoir ce genre de prise de conscience et qui commencent réellement à y aller. Donc, ils y vont parfois sans équipe, parfois sans projet, mais ils ont ce côté plus prospectif. Typiquement, il y a un secteur aujourd'hui qui recrute énormément sur l'IA, c'est le conseil. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises mandatent les cabinets de conseil et aujourd'hui, ceux qui recrutent le plus aujourd'hui, c'est vraiment ce secteur-là et ils recrutent
ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire assez peu de profils. Donc il y a une vraie pénurie qui va arriver sur le marché de l'IA. Et quel type de profil en société de conseil? AI Product Manager, AI Engineer, enfin des profils techniques. Hein. Ok, d'accord, c'est plus technique. Plus technique parce qu'ils vont adresser des cas d'usage et des problématiques de construction d'IA par rapport à des besoins métiers. Donc c'est beaucoup plus ces profils-là qui sont aujourd'hui très sollicités. Après, quand on parle à certaines organisations, on sort complètement des grilles, parce que c'est des métiers un peu spécifiques, on sort complètement des process RH finalement des entreprises. C'est des métiers qui ne sont pas rémunérés de la même façon, la façon de recruter ces profils-là n'est pas la même. Donc on est un peu hors des sentiers habituels des politiques RH classiques des entreprises, parce qu'ils savent qu'il y a un besoin spécifique à adresser et un marché qui est tout petit pour l'instant, vraiment tout petit. Merci Frédéric. Alexandre, tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'un jour tu penses recruter des intelligences artificielles? Non, je ne crois pas que je vais recruter des intelligences artificielles. Par contre, effectivement, je vais recruter des gens, et je recrute déjà des gens qui savent très bien s'en servir. Et pour rebondir sur ton point sur les cabinets de conseil, comme tu dis, le marché est niche et encore trop petit, mais ce que ça change, c'est que les cabinets de conseil recrutent un peu moins de juniors parce qu'ils délèguent aux IA les tâches d'analyste, on va dire, de base, le fait de faire des slides. Et ça pose un vrai sujet parce que les cabinets de conseil ou les agences étaient quand même les endroits où on formait les profils en démarrage de carrière, et si on en recrute moins, comment est-ce qu'on va former les cohortes du futur? Donc là, moi, j'ai un vrai point d'interrogation. Vas-y. Est-ce que tu dois utiliser, par contre, des outils IAisés, quel que soit le type d'outil, dans ton parcours de recrutement? Est-ce que ça va t'aider? Est-ce que tu le prends comme un outil supplémentaire, ou il n'y en a pas besoin aujourd'hui, ou c'est trop tôt? Comment tu vois les choses? Alors, nous, on en utilise, hein, bien sûr, mais plus pour améliorer certaines tâches qui sont... Enfin, là, nous, on le voit beaucoup plus dans encore une fois, sur cette notion de cas d'usage, finalement. Comment on peut simplifier, améliorer certaines tâches qu'on a qui peuvent être un peu plus longues. Il y a des choses qui sont concluantes aujourd'hui, avec des outils qui permettent d'améliorer les tâches? Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes sur la notion de prise de notes, rédaction de synthèse sur des qu'on peut avoir avec des candidats. Alors, là aussi, je rejoins cette idée de transparence. On prévient les candidats qu'on fait une prise de notes. De toute façon, ça se voit. Voilà. Ouais, ça se voit. Et par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment encore besoin de cet œil humain critique qui a du recul pour repasser. On n'a pas encore eu d'outils particulièrement qui peut se faire sans notre vraiment regard critique. Après, sur les identifications, il y a des outils de matching. Ça reste, c'est des outils qui sont en train d'évoluer assez rapidement. Donc nous, on a forcément et bien évidemment beaucoup de curiosité sur ces outils. Maintenant, c'est vrai que ça nous permet d'aller plus vite, logiquement. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à essayer de les comprendre et à les amadouer, enfin à s'y habituer finalement. Mais c'est une tendance claire. Mais tu serais d'accord pour les utiliser, en tout cas, il n'y a pas de blocage psychologique. Non, parce que dès lors que ça peut apporter de la valeur à ce qu'on fait et nous permettre de supprimer certaines tâches très fastidieuses, pourquoi pas? C'est l'évidence. Pour nous, c'est une évidence. Moi, j'aimerais revenir sur un point qui a été évoqué, que tu as évoqué notamment, Isabelle, sur le fait que on a du mal à recruter des juniors, ou en tout cas, je me demande si l'IA n'est pas au service des seniors plutôt que les juniors. Je m'explique. Cette volonté, par exemple, de prendre du recul pour prendre des décisions, ou de cette dimension éthique qui parfois nécessite, et c'est très philosophique ou en tout cas psychologique, une sorte de sagesse ou d'expérience suffisante pour pouvoir prendre la décision générée par de l'IA. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, peut-être, on va revaloriser le statut de senior au sein des entreprises? Je pose ça là, je dis ça peut-être parce que je suis concerné en tant que senior. Alors, on va peut-être commencer par définir ce qu'est un senior. Alors, France Travail le définit comme quelqu'un de plus de 45 ans. Ouais. Moi, personnellement, ça me donne des palpitations cardiaques quand on entend ça. Surtout quand on sait qu'on va travailler jusqu'à au moins 64 ans. Au-delà de ça, et en faisant trêve de plaisanterie, je ne pense pas que l'IA soit au service des profils expérimentés uniquement. Elle est au service de tous. Par contre, effectivement, la bonne utilisation de l'IA, elle demande du discernement, elle demande de la jugeote, elle demande le fait d'avoir effectivement cette approche un peu débiaisée, et puis de se dire, tiens, c'est bizarre, ça me sort un robinet d'eau tiède, est-ce que c'est vraiment la bonne réponse? Est-ce que je vais pas creuser un peu plus loin? Et ça, plus on a du discernement, mieux c'est. Je pense qu'on peut tous en avoir, du discernement, qu'on soit jeune depuis plus longtemps ou très jeune. Après, encore une fois, sur des métiers
très automatisée sur des métiers très rédactionnels. Elle réduit les cohortes parce qu'elle fait gagner beaucoup de temps et ça va poser un problème d'acquisition d'expérience dans certains secteurs si on ne fait pas des choix importants et des choix pour l'emploi des plus jeunes. Merci Isabelle. Est-ce que Frédéric, tu veux réagir sur ma suggestion qui est l'IA générative au service de la seniorité ? Alors, en fait, seniorité ou pas seniorité, finalement, l'IA, générative en tout cas, elle fait un tri, finalement, entre ceux qui s'y intéressent vraiment et qui se l'approprient et ceux qui ne le font pas. En fait, c'était plus sur la dimension soft skill, sur la prise de décision ensuite. Justement, du coup, ça veut dire que sur des profils beaucoup plus juniors, ceux qui, en stage, vont être entraînés ou avoir eu cette curiosité pour utiliser cette IA, enfin, savoir l'utiliser et se l'approprier, finalement, c'est une forme d'apprentissage aussi d'apprendre à utiliser une IA. Donc, bien évidemment, il y a des postes qui vont être beaucoup plus impactés que d'autres. Tous les postes, vraiment, c'est vrai que je pense notamment au rédactionnel, parce que ça rend la chose beaucoup plus accessible. Mais fondamentalement, c'est aussi une question de responsabilité personnelle et de volonté de se former sur ces outils. Mais encore une fois, c'est une valorisation de la prise de décision. Mais ça rebat les cartes, en fait, réellement. Et autant les juniors, ça a toujours été compliqué. Les premiers postes sont toujours compliqués à avoir parce qu'on estime qu'on n'a jamais d'expérience. Donc ça ne changera pas de toute façon. Après, c'est vrai qu'au niveau des seniors, ça permet aux seniors peut-être de revenir un peu plus dans le jeu. En tous les cas, merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Isabelle, merci Alexandre, de nous avoir expliqué effectivement en quoi l'IA joue sur la transformation des métiers dans le secteur du marketing. En tous les cas, ça nous a permis de voir les enjeux et puis aussi à chacun d'entre nous de nous poser des questions sur la manière dont au quotidien dans nos métiers nous allons utiliser l'IA générative. Donc merci beaucoup. Ainsi s'achève notre émission principalement consacrée à l'impact de l'IA sur les formations marketing, un programme accessible également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à nos partenaires médias Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale, et Affect Média, le quotidien digital qui décrypte l'actualité et les tendances du marketing. Merci à nos partenaires opérationnels, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, et HandsUp, votre solution de prospection B2B. Une émission produite au sein des studios de l'École de journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel.